Bonjour, bienvenue dans cette capsule philosophique qui portera sur l'illustre Socrate, philosophe de l'Antiquité grecque, dont l'importance pour l'histoire de la philosophie est telle que plusieurs le considèrent comme le véritable père de la philosophie. Si son importance pour l'histoire des idées est indéniable, force est de constater que la vie de Socrate est à bien des égards encore un mystère pour nous et restera un mystère pour nous, si bien qu'il est permis de dire qu'il est entré dans la légende. Pour parler de Socrate et pour discuter du défi qui se présente à nous, professeurs, lorsqu'on veut aborder quelqu'un d'aussi légendaire que Socrate dans nos cours, j'ai convié un collègue professeur de philosophie du Cégep Limoilou à Québec à venir discuter avec moi pour lui poser différentes questions sur Socrate, bien sûr, mais aussi des questions en lien avec sa pédagogie. Bonjour Édouard Nasri. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cet entretien. Édouard, depuis quand enseignes-tu au Cégep Limoilou exactement? Ça va faire une quinzaine d'années, Mathieu. J'ai commencé à enseigner en 2009, ici. 2009? Effectivement, environ une quinzaine d'années déjà. Dis-moi, Édouard, au courant de ces 15 dernières années, est-ce que tu as eu l'occasion d'enseigner régulièrement les 3 cours de philosophie qui sont obligatoires au Cégep? Oui, tout à fait. J'ai donné les 3 cours plus de fois que je peux me le rappeler, et en particulier le cours de Philo 1 que j'ai beaucoup donné dans les dernières années. Et dans le cours de Philo 1, qui est un cours intitulé « Philosophie et rationalité », qui est un cours d'introduction à la philosophie, on pourrait dire aussi d'initiation à la philosophie, je présume que tu parles au moins un peu de Socrate. Tu présumes très bien, j'en parle même plus qu'un petit peu. C'est très bien ça, donc je ne me suis pas trompé. Je ne t'ai pas invité pour rien. Pas du On tout. va parler de Socrate ensemble. J'aurai quelques questions sur lui pour toi. Et aussi, j'aimerais savoir éventuellement, au fil de notre échange, comment tu présentes ce personnage-là, parce qu'on peut vraiment parler d'un personnage. Mais avant d'aborder des questions de nature pédagogique, je pense que pour le bénéfice de tout le monde, il faudrait se donner quelques repères, parce que c'est pas tout le monde qui a entendu parler de Socrate déjà. Il y a des gens qui le connaissent un peu, d'autres pas du tout. Donnons-nous quelques repères chronologiques. Socrate, c'est quelle époque? En gros, quelles sont les dates qui le concernent? Alors Socrate, c'est quelqu'un qui a vécu il y a à peu près 2500 ans. Il est né au 5e siècle avant Jésus-Christ, en 470 pour être exact, avant Jésus-Christ. Et il est mort au tout début du 4e siècle avant Jésus-Christ, à savoir en 399 avant Jésus-Christ. Ce sont là des certitudes, on les connaît, ces dates-là. Mais si on fait le tour, si on essaie de faire une recension des certitudes qui touchent la vie de Socrate, de ce qu'on peut savoir vraiment, on se rend compte que c'est très, très limité, qu'il est difficile de cerner un personnage comme Socrate. Si bien que quand on pose la question « Qui est Socrate ?», on se rend compte que c'est une question complexe. Pourquoi est-ce que c'est aussi complexe, Édouard? Il y a différentes raisons, mais la raison principale pour laquelle il est impossible d'avoir des éléments de détail très précis sur la vie de Socrate, c'est d'abord et avant tout parce que Socrate n'a jamais écrit un seul livre et que les seules sources qu'on a à notre disposition, ce sont des sources indirectes. C'est-à-dire que c'est des textes dans lesquels on retrouve Socrate, mais ça n'est pas Socrate lui-même qui a écrit ces textes-là. D'où le parallèle que certaines personnes ont pu faire entre Socrate, Jésus, Bouddha, qui sont tous des personnages qui n'ont rien écrit, mais à propos desquels on a écrit quelque chose. Exactement. Bon, 2 d'entre eux sont à l'origine de religions bien connues. Socrate, comme je le disais en introduction, est considéré par plusieurs comme le père de la philosophie de son côté. Tu as mentionné des sources indirectes. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment plus importantes que les autres et qui sont utilisées par à peu près tout le monde qui s'intéresse à Socrate. Peux-tu nous dire quelques mots au sujet de ces sources-là? Oui. Alors, ça ne sera pas une réponse chronologique, mais la source la plus célèbre, c'est évidemment Platon. Platon qui a été l'un des nombreux élèves et amis de Socrate, qui, après la mort de Socrate, et même quelques bonnes années après la mort de Socrate, a écrit des textes, bien souvent des dialogues, dans lesquels Socrate est donc le personnage principal et il est en train de discuter, de poser toutes sortes de questions à des interlocuteurs, dont d'ailleurs plusieurs
sont des personnages qui ont véritablement existé eux aussi. On a également d'autres dialogues en moins grande quantité, mais qui sont tout à fait intéressants par ailleurs, d'un autre élève de Socrate, à savoir Xénophon. Et puis, là, donc, je reviendrai en fait à la première source indirecte, qui est également assez intéressant parce que c'est la seule source qui a été écrite du vivant de Socrate. Socrate avait à peu près 47 ans quand cette pièce de théâtre est sortie. C'est une pièce qui a été écrite par Aristophane, une pièce qui s'appelle Les Nuées, hein, donc les nuages, les nuées, dans laquelle il met en scène également Socrate. Les Nuées, ça se veut drôle et ça se veut moqueur. La première fois que quelqu'un a écrit au sujet de Socrate, c'était pour se moquer de lui. C'était assez méchant, dans un sens. Oui, parce qu'effectivement, quand on lit cette pièce de théâtre-là, Socrate, il a l'air un peu fou. Hein, il est à la tête d'une secte philosophique. Il est en train de remettre en question les dieux de la cité. Il est également en train de corrompre le fils d'un personnage, un des personnages principaux dans cette pièce-là. Et c'est d'ailleurs en fait des choses qu'on lui a reprochées une vingtaine d'années plus tard lors d'un procès dont on discutera peut-être dans quelques instants. Donc, une première source qui est vraiment, on peut dire, négative, qui se veut satirique, qui se veut piquante. On veut rire de Socrate. Mais si on tient compte des autres sources, là, ça change complètement. Les autres sources sont très élogieuses à son endroit. Elles viennent d'amis. Comme tu l'as dit, Platon, ami et disciple. Xénophon, ami et disciple. Quand on essaie de tirer de ces sources-là un Socrate, on essaie d'en faire un peu le portrait. Qu'est-ce qui ressort, par exemple, sur le mode de vie de Socrate? Qu'est-ce que ça nous dit sur le type d'homme qu'il était? Alors, effectivement, c'est aux antipodes. Hein. Chez Aristophane, comme tu l'as dit, on est dans la moquerie. Chez Xénophon, et encore plus chez Platon, on est dans l'éloge. Hein. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du compliment, d'une présentation qui rend Socrate aimable et admirable également. Ce qui ressort, malgré les contradictions entre ces différentes sources-là, c'est quand même un personnage qui est un peu en marge de la société dans laquelle il vit. Il n'a pas vraiment de métier, en fait. Il passe son temps dans les rues d'Athènes à discuter. Hein. Et en principe, se balader dans les rues et discuter, c'est pas un métier. Et Socrate, il semble que c'est à ça qu'il a consacré, pas toute son existence, mais une bonne partie de son existence. Donc on a déjà un peu ce personnage atypique, on va dire. D'autre part, c'est quelqu'un qui semble ne pas se préoccuper de l'image qu'il renvoie. Dans différents textes de Platon, d'ailleurs, Platon fait dire à Socrate que ça l'a pas vraiment touché, la pièce de théâtre d'Aristophane, et qu'à la limite, si Aristophane a réussi à cerner, à cibler de véritables défauts de Socrate dans cette pièce-là, en fait, il lui a rendu service. Donc, quelqu'un qui est assez imperturbable à l'opinion qu'on peut se faire de lui, quelqu'un qui semble aussi avoir démontré un certain courage à différentes occasions, notamment parce que, avant de devenir un philosophe très célèbre, il a été amené à se battre à quelques reprises pour la cité d'Athènes au début de la guerre du Péloponnèse, qui était une guerre de près de 30 ans qui a opposé Athènes à Sparte. Et également, lors de son procès, et encore plus face à la mort, il a fait preuve aussi d'un certain courage. Donc, un personnage là qui démontre des vertus, après qu'on soit d'accord ou non avec lui, mais qui est atypique et qui dénote effectivement là, une personnalité assez forte et assez imperturbable face aux événements qui peuvent lui arriver. Et si on tient un peu plus compte du Socrate tel que Platon nous le présente, c'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit, est un peu un rebelle, si je peux me permettre l'expression, et qui passe beaucoup de temps à discuter. Et quand on parle de discuter avec Socrate, on parle de poser des questions. C'est quelqu'un qui aime à déambuler dans les rues d'Athènes et à questionner ses concitoyens. Exact. Oui, c'est ça. C'est le portrait que nous donne Platon. En fait, on a ça aussi chez Xénophon. Alors, je disais, Socrate donc discute avec ses concitoyens, mais dans les dialogues de Platon, et en fait chez Xénophon aussi, il va cibler un certain type d'interlocuteurs. Et ces gens-là, c'est pas n'importe qui. C'est bien souvent des gens qui appartiennent, on va dire, à la haute société. C'est souvent, pas toujours, des aristocrates. Ou alors des gens qui n'appartiennent pas à l'aristocratie, mais qui ont des positions assez importantes. Et parfois des prétentions.
Exactement, et des prétentions que justement Socrate va remettre en doute. C'est des gens qui passent pour être des sages, on va le dire, dans leur domaine, et qui donc se targuent d'un certain savoir. Et Socrate, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aborder, en tout cas dans les textes de Platon, de Xénophon, il va aborder ces gens-là dans la rue, lors de banquets, etc. Et il va leur poser des questions. Il va leur poser des questions sur le savoir qu'ils prétendent posséder, tout en disant que lui, le seul savoir qu'il possède, c'est celui de sa propre ignorance, malgré le fait qu'il aurait été déclaré homme le plus sage de tous par Apollon là, lors d'un oracle à Delphes. Mais lui dit, moi en fait, je ne sais rien, mais au moins je sais que je ne sais rien. Toi, par contre, tu sembles avoir toutes sortes de connaissances. Alors, s'il te plaît, enseigne-moi. Et lors de cette discussion, Socrate va donc enquêter, interroger, va poser toutes sortes de questions à ces gens-là, et il va leur faire réaliser finalement qu'ils ne possèdent pas le savoir qu'ils prétendent posséder. Autrement dit, il va leur faire réaliser qu'ils ne sont que des ignorants, mais qui s'ignoraient jusqu'à ce qu'il leur fasse réaliser. Bref, il va les faire sortir de leur double ignorance. C'est ça, sa technique. Il y a une première couche d'ignorance. Je sais que je ne sais rien. Exact. Ça, c'est l'ignorance de Socrate. Ouais. Mais la plupart des gens sont doublement ignorants parce qu'ils ignorent qu'ils ne savent pas, comme tu l'as bien dit. C'est ça. Donc, c'est un peu un enquiquineur, on pourrait dire. On peut le dire, hein? On peut le dire. Mais ça, c'est l'interprétation, du moins, c'est le portrait surtout que Platon et Xénophon nous donnent. Ouais. Est-ce que Socrate faisait exactement ça? Il est difficile pour nous de savoir. Par contre, je reviens sur la question des certitudes touchant la vie de Socrate. Oui. Il y a une certitude de plus qu'on peut avoir, et tu l'as évoqué il y a quelques instants, c'est tout ce qui concerne son procès. Oui. Socrate est mort en 399 avant Jésus-Christ. Il n'est pas mort de mort naturelle, il n'est pas mort par accident, il a été condamné à mort par ses concitoyens athéniens à la suite d'un procès retentissant. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, on le sait bien, on sait ce qui s'est passé. Hein? On a des certitudes là-dessus. Oui, parce qu'on a retrouvé en fait les chefs d'accusation qui venaient pas, en l'occurrence là, de Platon. Alors Socrate, il a été accusé par 3 individus. En fait, c'était surtout un individu qui était à l'origine de cette plainte-là, mais c'est 3 citoyens athéniens qui se sont ligués et qui ont accusé Socrate en fait de ce que Aristophane nous montre de Socrate dans sa pièce publiée et mise en scène 20 ans plus tôt, à savoir que Socrate, donc, il ne reconnaîtrait pas les dieux de la cité. Autrement dit, il ferait preuve d'impiété. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il introduirait de nouvelles divinités dans la cité. Et enfin, troisièmement, on lui reproche de corrompre la jeunesse. C'est des chefs d'accusation qui sont graves. Et on pourrait, en fait, voir sa vie mise en danger, là, simplement en étant reconnu coupable d'un seul de ces chefs d'accusation-là. Ouais. Un procès a lieu. Oui. Socrate présente une défense hors du commun. On n'entrera pas dans les détails, mais on sait qu'il présente une défense hors du commun. Cette défense-là nous a été racontée de différentes manières. Oui. Qu'on pense à Xénophon, qu'on pense à Platon, qui ont écrit chacun une apologie de Socrate, dans laquelle, justement, on devient un peu témoin de cette défense-là. Donc, c'est une défense hors du commun, mais une défense néanmoins. Malgré tout, Socrate est condamné à mort. On le condamne à un châtiment un peu particulier, qui n'était pas des plus fréquents, celui de boire la ciguë. Oui. Oui, la ciguë, c'est ça, qui est donc un poison mortel. Tu disais, il est pas très fréquent, ce mode d'exécution-là. Effectivement, c'était pas la norme. Socrate, c'était pas un aristocrate, mais il avait beaucoup d'amis, dont Platon, par exemple, et d'autres qui étaient des gens qui appartenaient à l'aristocratie. Alors, il y a des raisons de penser que c'était un peu un traitement de faveur. Il jouissait d'une certaine réputation dans la cité d'Athènes, et donc plutôt que de le jeter du haut d'un précipice ou de l'étrangler ou ce genre de choses-là, on lui a fait, alors entre guillemets, bénéficier d'un traitement de faveur. Il devait effectivement boire la ciguë, donc un genre de suicide forcé, une exhortation au suicide. Oui, et on raconte que la ciguë était mélangée avec d'autres produits qui rendaient le tout assez indolore. Oui, tout à fait. Okay. Donc ça, c'est une certitude touchant Socrate, et on raconte qu'il a bu le poison sans montrer d'émotion particulière, en gardant en fait sa bonne humeur et en tentant de rassurer sa famille d'abord, puis ses amis qui sont restés avec lui jusqu'à son dernier souffle. Oui, exact, c'est ça. Alors on a le portrait là dans
dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Phédon, du nom d'un des amis et des disciples de Socrate. Et donc là, on a encore affaire à un Socrate qui est imperturbable. D'abord, sa femme qui pleure, ses enfants, etc. Il les congédie pour ensuite être entouré de ses amis, de ses disciples. Platon n'était d'ailleurs pas là. Semble-t-il qu'il était malade. Semble-t-il qu'il était malade. Mais d'autres disciples sont là et au moment où on lui apporte le poison, ils se mettent tous à pleurer. Alors là, on a vraiment une scène tragique. Et là, Socrate, quasiment, les réprimande en leur disant « Voyons donc, pourquoi est-ce que vous êtes là comme ça à pleurer, moi qui reste droit, qui ne fléchit pas, j'ai aucune raison d'avoir peur de la mort. » Il avait déjà fait toutes sortes de démonstrations pour leur dire que la mort, c'était pas quelque chose qui était un mal, que c'était pas quelque chose qu'il fallait craindre. Et donc, on a encore un peu cette figure-là, très imperturbable, hein, presque stoïque avant l'heure du vieux philosophe qui met un terme à son existence. Ouais. On évoque ensemble, Édouard, la mort de Socrate. Mais encore là, il faut rappeler que c'est ce qu'on vient de dire sur le Socrate stoïcien, comme tu le dis, stoïcien avant l'heure, ou flegmatique, Ouais. qui ne bronche pas. C'est le récit de Platon essentiellement. Ouais. Ce qui m'amène à quelque chose que j'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, c'est que Socrate est devenu un personnage légendaire. On ne sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça, les derniers instants de Socrate. Et là, j'ai le goût de te poser deux questions qui, je l'espère, ne sont pas des cols. Tu me diras. Qu'est-ce qu'une légende? Et pourquoi Socrate est-il devenu un personnage légendaire? Non, c'est pas d'école, c'est des bonnes questions auxquelles il faut répondre là, pour traiter de cette question-là. Une légende, en gros, c'est une définition inspirée du Larousse, du dictionnaire Larousse, mais en gros, une légende, c'est un récit à caractère un peu merveilleux qui est inspiré de faits historiques ou de personnages historiques. Alors, ça correspond parfaitement à Socrate, parce que, encore une fois, il n'a jamais rien écrit lui-même. Par ailleurs, il a vraiment existé, ça. On a différentes sources historiques qui nous permettent de le savoir hors de tout doute raisonnable, mais il dépasse effectivement la réalité dans la manière dont Platon, surtout, le met en scène. Est-ce que Socrate a vraiment dit exactement ça quelques instants avant de boire le poison? C'est impossible de le savoir, mais ça demeure quand même plutôt cohérent avec l'image qu'on peut se faire de ce personnage-là. Donc pourquoi est-ce qu'il est devenu une légende ? En réalité, étant donné qu'il n'a rien écrit, étant donné qu'on retrouve Socrate comme personnage principal dans des sources indirectes, c'est surtout en fait dans la source indirecte qu'est Platon qu'on peut comprendre les raisons pour lesquelles il est devenu une légende. Ça s'explique très, très simplement, à savoir que Platon, il a d'abord été un ami, un disciple de Socrate pendant quelques années, 8-9 ans, et ensuite, après la mort de Socrate, donc il se passe quelques années, il se met à écrire des ouvrages dans lesquels Socrate, c'est le personnage principal, et lui-même, Platon, devient un philosophe de son vivant d'une immense réputation, qui va traverser les époques, et aujourd'hui encore, Platon, c'est, qu'on l'aime ou non, c'est autre chose, mais c'est la base de la philosophie occidentale, et donc Socrate aussi du même coup, parce que Socrate, c'est le personnage principal des ouvrages de Platon. Platon ne parle jamais au jeu, il dit jamais « je pense que », c'est toujours via Socrate qui dit quelque chose. Alors dans les ouvrages de jeunesse, c'est plutôt, on peut l'imaginer, le véritable Socrate, je dois quand même mettre des guillemets à ça, auquel on a affaire, et dans les ouvrages de maturité que Platon a écrit quand il était plus âgé, là c'est sans doute un faire-valoir. Il utilise encore la figure de Socrate, mais pour s'exprimer finalement indirectement en son nom propre. Donc une légende, parce que personnage principal d'une œuvre qui a été rédigée par un philosophe, là sans conteste, parmi les plus influents de la philosophie occidentale. Je me permettrais de dire que ce serait une grave erreur de considérer que Platon n'a été que le disciple de Socrate. Bien sûr. C'est un philosophe, oui, comme tu l'as dit, qu'on l'aime ou non, qui est vraiment immense. À partir de ce que tu m'as dit, là, le professeur en moi veut vraiment savoir comment présentes-tu Socrate en classe? Quelle est ton approche? Mon approche, elle est sans doute pas révolutionnaire, mais je pense, sous toute réserve, qu'elle fonctionne assez bien. Quand je le présente, donc dans le cours de Philo 1, Philo et rationalité, je le présente en fait très tôt dans la session. Au deuxième cours, j'affiche une citation de Socrate. C'est la citation, une des citations célèbres de l'apologie de Socrate,
dans laquelle il dit que, ouvrez les guillemets, tout ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir. Autrement dit, il est au courant du fait qu'il ne sait pas. Il est dans la simple ignorance et non pas dans la double ignorance. Et au moment où les étudiantes et les étudiants écrivent cette citation-là, pendant qu'ils sont en train de le faire, je leur dis attention, en fait, je vous fais écrire que c'est une citation de Socrate, mais c'est pas tout à fait exact. Est-ce que vous savez pourquoi? Et bien souvent, il y a quelqu'un dans la salle qui lève la main pour dire en fait, je pense que Socrate, il n'a jamais rien écrit, donc c'est peut-être pour ça que vous nous dites ça. Effectivement. Et donc, c'est l'occasion tout de suite, dès le début de la session, de mettre carte sur table, de clarifier les choses et de leur dire que c'est pas au sens strict Socrate qui dit ça, mais que c'est Platon qui fait dire ça à Socrate, en l'occurrence, là, dans un texte qu'il a écrit une dizaine d'années après la mort de Socrate. Cette citation-là, une fois que j'ai fait cette mise au point, cette citation-là, elle permet d'entrée de jeu de mettre le doute au centre de la session, au centre du cours, parce qu'on ne peut pas philosopher sans douter. C'est pas la seule condition, c'est pas la condition suffisante pour philosopher, mais c'est clairement, sans doute, la première des conditions nécessaires pour pouvoir le faire. Et donc, ça permet là, de bien cadrer, j'ai envie de dire, l'esprit du cours, l'esprit de la session. Et ensuite, après Socrate, là, on le laisse de côté pendant plusieurs semaines, et on le retrouve au retour de la semaine de relâche, où là, on l'aborde de façon plus directe, j'ai envie de dire, pendant quelques semaines. Et là, on a effectivement donc déjà en tête l'idée selon laquelle c'est un personnage qui est entouré d'une certaine légende. Les étudiantes, les étudiants se rappellent que c'est pas directement à lui qu'on a affaire, mais que c'est toujours via, en l'occurrence Platon ou par exemple Xénophon. Et donc on aborde la double ignorance, etc. Mais on construit donc un peu la légende tout en l'ayant déconstruite dès le début de la session. C'est un peu ma façon d'opérer. Parce que, et là je rebondis sur ce que tu dis, oui. Le Socrate que nous présente Platon, il possède de nombreuses qualités, il a un esprit extraordinairement vif. La légende qu'a bâtie Platon, que surtout Platon a contribué à bâtir, comme tu l'as précisé tout à l'heure, elle est intéressante pédagogiquement et elle aide à comprendre ce qu'est la philosophie. Donc, tout en disant qu'il y a des éléments de légende, la légende nous sert énormément et on contribue un peu à l'alimenter. Oui, je dois être honnête avec toi. Là, je contribue à la légende, mais j'essaye toujours de la déconstruire au moment où je l'alimente. Et j'essaie de le faire dès le début de la session pour que les étudiantes et les étudiants gardent en tête cette idée qui est quand même fondamentale. Ensuite, d'un point de vue pédagogique, Socrate, il est super parce que c'est un enquiquineur. Déjà, il enquiquine pas n'importe qui. Il embête les puissants, ceux qui prétendent savoir, mais qui finalement ne savent pas. Donc, les étudiants, là, ils peuvent aussi quand même y trouver un certain intérêt. Il est assez drôle aussi, il fait preuve d'ironie tout le temps, il dit pas toujours ce qu'il pense, il se fait passer pour un idiot, alors qu'en fait, on comprend que l'idiot, c'est bien souvent plutôt son interlocuteur ou ses interlocuteurs. Donc, pour les étudiants, d'un point de vue pédagogique, c'est un personnage qui est assez attachant. Est-ce qu'il était véritablement attachant dans la vie de tous les jours? On ne le sait pas, mais le portrait que nous en donne Platon, c'est plutôt ça. Le côté attachant, le côté aussi très vertueux, très courageux, etc. Donc, pour l'enseigner, c'est super. Ça permet d'accrocher l'attention aussi. Donc, je vois que tu tentes de maintenir un équilibre entre la prudence, qui est aussi une forme de transparence, de dire, voilà, on a affaire à un personnage, on ne sait pas exactement s'il était comme Platon, par exemple, nous le présente, mais en même temps, on se fait plaisir parce que pour philosopher, il peut être utile. Ce qui m'amène à la question qui tue, si je peux me permettre d'employer cette expression bien connue. Est-ce que Socrate est quelqu'un d'incontournable dans un cours de philosophie? Est-ce que quelqu'un qui s'initie à la philosophie doit absolument entendre parler de Socrate, d'après toi? Est-ce qu'il doit absolument en entendre parler? Est-ce qu'on peut vraiment se passer de Socrate? Il n'y a personne qui est absolument indispensable. On peut toujours se passer de quelqu'un ou éventuellement de quelque chose, mais je ne vois pas vraiment de raison pour lesquelles on devrait s'en passer. En tout cas, c'est clairement, d'après ce que j'ai dit là, dans les dernières minutes, ce n'est pas une grande surprise, là, mais je pourrais ne jamais mentionner une seule fois Socrate et faire mon cours de philo 1 sans trop de problèmes. Maintenant, pourquoi est-ce que je devrais m'en priver? Dans la mesure où, d'un point de vue pédagogique, c'est utile,
Et d'un point de vue intellectuel, c'est clairement pas contre-productif. Donc, on peut s'en passer, mais moi, je ne m'en passe pas. Et pour le moment, je ne vois pas de raison de m'en passer. On peut dire, dans un sens, que on peut philosopher sans Socrate, mais philosopher avec Socrate, c'est encore mieux. C'est ça. Et par contre, faire l'histoire de la philosophie ou l'histoire des idées sans parler de lui, ça, c'est impossible. Non, ça, effectivement, là, si on parle d'histoire des idées, si on parle de la philosophie occidentale, il faut le mentionner, là. C'est pas une question d'opinion, là, mais c'est quelque chose qui est incontournable, de ce point de vue-là. On approche déjà de la fin de notre entretien, Édouard, et on avait convenu ensemble de parler de quelques ouvrages, des suggestions de lecture pour des gens qui souhaiteraient se familiariser encore plus avec la légende de Socrate et aussi tenter de déterminer ce à quoi pouvait bien ressembler le Socrate historique. Faut dire qu'il y a des ouvrages sur Socrate, il y en a une énorme quantité. Il est impossible de faire le tour rapidement, là, mais on en a quelques-uns quand même à suggérer. D'abord, on a mentionné, nous, le procès de Socrate. Tout à l'heure, on en a parlé. Ça pourrait être une belle façon de se familiariser avec le personnage, puisqu'il s'agit aussi d'un événement marquant, naturellement. Il y a ce qu'on appelle les apologies. Apologie écrite par Xénophon, qui est très, très courte, qu'on peut se procurer facilement et qui dure quelques pages. Mais l'apologie de Platon, c'est un des classiques des classiques. On pourrait le suggérer également. C'est un texte qui se lit bien. C'est pas extrêmement volumineux. Vous voyez là, juste plus bas ici, il y a les œuvres complètes de Platon dans le gros livre. On n'est pas obligé de tout attaquer d'un coup. On peut y aller parfois avec de petits textes. Aurais-tu d'autres suggestions d'œuvres peut-être écrites par Platon? Tiens, quelqu'un qui voudrait aller jeter un coup d'œil de ce côté-là? Oui, on a beaucoup mentionné, on a mentionné à quelques reprises là, la technique que Socrate utilisait, qu'on appelle la maïeutique, là, pour faire sortir l'interlocuteur de la double ignorance. Il y a plusieurs dialogues dans lesquels, il y en a même beaucoup, des dialogues dans lesquels Platon met en scène Socrate qui est en train de faire ça. Rappelons-le, ça ressemble vraiment à des petites pièces de théâtre. C'est ça, c'est des dialogues. Très bien. Tout à fait. Socrate pose des questions, les interlocuteurs répondent. Parfois, c'est Socrate qui répond aux questions également. Oui, il y en a plusieurs. Je pense par exemple au Lacès. Lacès, c'était un général athénien qui a vraiment existé, sous qui d'ailleurs Socrate a véritablement servi lors d'une bataille. Dans lequel les deux hommes discutent du courage. On a mentionné le fait que Platon nous présentait un Socrate très courageux. Alors le Lacès, c'est un texte intéressant là où les deux hommes, en fait il y a aussi d'autres personnages, mais se demandent ce qu'est le courage. Qu'est-ce que le courage? Je pense également au Ménon, il s'intéresse à la vertu, et puis aussi, puisque tu as mentionné l'apologie, donc le procès de Socrate, j'ai envie de dire, si vous voulez connaître la suite, il faut lire le Criton. Le Criton qui raconte une discussion qui a lieu 1 ou 2 jours avant la mort de Socrate. Socrate est en prison. Criton, qui est un de ses amis, un aristocrate assez influent, qui vient lui rendre visite, qui lui propose de s'évader. Socrate refuse. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire ce petit dialogue, est très court, là, il fait une dizaine de pages. Et puis aussi, parce qu'on veut savoir comment tout ça se termine, le Phédon, du nom d'un autre disciple de Socrate qu'on a mentionné tout à l'heure, là, dans lequel, cette fois-ci, Platon nous raconte la mort de Socrate. Si on souhaite aller un peu plus loin dans la connaissance du Socrate historique et lire des ouvrages un peu plus savants, sans non plus vraiment là, que ce soit des ouvrages difficilement accessibles, on peut aller consulter le Que sais-je sur Socrate de Louis-André Dorion, qui est très bien, qui permet d'avoir peut-être un meilleur portrait. Il y a aussi un livre qu'on a beaucoup aimé tous les deux, L'événement Socrate de Paulin Ismar, dans lequel il est beaucoup question du procès aussi, et qui nous permet de mieux comprendre les rouages de la société athénienne de l'époque de Socrate. Puis, on peut y aller d'une dernière suggestion de livre, une bande dessinée cette fois, La vérité sur Socrate, une très belle bande dessinée d'Olivier Pourriol et d'Éric Stallmer. Mais là, cette fois, on retombe dans la fiction parce que cette bande dessinée-là, elle alimente la légende. On peut dire qu'elle contribue à l'alimenter, même si, pour l'alimenter, elle s'appuie sur différentes sources qui sont fort pertinentes. Tout à fait. Peut-être comme dernière suggestion pour des gens qui voudraient aller plus loin,
il y a le fameux téléfilm qui s'intitule Socrate de Roberto Rossellini, qui est un téléfilm qui a paru en 1970. Il faut le dire, le téléfilm Socrate n'a pas très bien vieilli, mais si vous mettez la main dessus, si vous tombez sur ce film, allez écouter la portion qui concerne le procès de Socrate. Ça vaut le coup. Alors, je vous suggère l'équivalent de l'apologie de Socrate. D'ailleurs, ce que dit Socrate dans le téléfilm est directement puisé chez Platon. Vraiment, on est dans l'ordre de la citation ou de la paraphrase. Vraiment. Édouard, nous arrivons déjà au terme de notre entretien. Je tiens à te remercier. Merci à toi. Pour te suivre, Édouard, il faut étudier au Cégep Limoilou. Hein? Blague à part, si on n'a pas la chance de suivre un de tes cours, d'être inscrit à un de tes cours, il est possible de continuer de t'entendre en suivant ton podcast, en écoutant les épisodes de ton podcast qui s'intitule Le Coin Philo, dont on va mettre les liens dans la description, dans le texte sous notre vidéo, qui est vraiment un podcast intéressant. D'ailleurs, tu as produit quelques épisodes sur Socrate qui sont extrêmement intéressants, mais il n'y a pas que ça, hein, il faut aller jeter un coup d'œil, il faut aller écouter les autres épisodes. C'est sûr qu'on y apprend des choses. Merci encore une fois, Édouard. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Merci.